Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Thank you for having come On here peut in peut-être such great faire un numbers. petit tour Perhaps justement de we qui could vous êtes avant qu'on se présente tous, parce que vous have agitez introductions les because drapeaux européens. you Merci. have been waving your European flags, Il y a and we thank plusieurs you for lycées. that. Alors, je ne sais pas There's si les several professeurs justement lycées de here. chaque lycée, il y a un I don't micro dans know la if the salle. teachers Vous from the pouvez vous lycées, présenter en disant perhaps d'où you vous could venez en introduce Normandie, yourself. parce que vous êtes tous des lycées Tell us normands. where you come Qui from veut in commencer? Normandy. These are all Voilà, lycées from alors le Normandy. micro va arriver, très So you will certainement. get the microphone. Attention au drapeau. Oui, bonjour. Nous sommes le lycée Good Alien morning. D The d'Hérouville-Saint-Clair. lycée Voilà. Orient Day, Oui, Saint-Clair, juste à côté de Caen. Un autre? Saint-Clair, near Caen. Another one? Bonjour à tous. Good Nous morning, sommes le everyone. lycée agricole We de are Cé the dans l'Orne. agricultural lycée. Des compatriotes. l'Orne. On vient So du we lycée are- agricole de Vire, nous. These are Bonjour tout le compatriots. We're monde. from the Nous Vire sommes le lycée Jeanne Agricultural d'Arc de Caen. Lycée. We are the Jeanne d'Arc Lycée repart à from Caen. Caen. So we're going back Bonjour to à Caen. tous, nous sommes le Good lycée morning. Charles de Gaulle à Caen. The Le lycée Charles de Gaulle à Caen. Lycée in Caen. Un peu moins nombreux, mais ils sont là. Okay, Ou alors, not as numerous, but on fait they're courir, there. on fait courir. We are making you run around the Bonjour, room. nous sommes Good le morning. lycée des Alors, on Please- va demander un petit peu de silence, parce que please sinon, même avec le quiet, micro, on because n'entend even pas with the justement microphone, quel we autre cannot établissement est avec nous. hear. le lycée des Bruyères de Rouen. So it's the Rouen. Débriard Donc on repart, plus Lycée loin from dans la Rouen. Okay, a bit further in Normandy. Bonjour, Good morning. nous sommes le We lycée are the lycée Jean Moulin des Andelys. named On reste Jean à côté de Moulin Rouen. from Amly. This is C'est dans l'Eure, bien close sûr. to Rouen in the Bonjour, l'Eure lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. region. These C'est bien, Jean-Baptiste géographiquement, Lassalle vous prenez la parole. Lycée from Rouen. Bonjour tout le monde, Good morning, nous sommes le everyone. lycée Sainte-Marie à Caen. Sainte-Marie Et on Lycée revient à in Caen. Caen. Back to Caen. Bonjour, lycée Cours Notre-Dame à Douvres. À The Douvres. cours Pas trop loin de Caen. lycée on était lundi from dernier. Douvres, not too far from Caen. Bonjour, nous sommes le lycée Maupassant Good à morning, Fécamp. Montpassant À Fécamp. On part Lycée plus loin. in Et Fécamp, not too far away. Bonjour, nous sommes le Oh, lycée de Gilbert Fécamp. Martin du Neubourg. Lunebourg, Gilles on part. Lycée in C'est bon, Innebourg. tout le monde s'est présenté. Okay, Eh ben, everyone bravo, has merci introduced à tous themselves, d'être so revenus. Non, ce n'est pas la fin de l'atelier, c'est Congratulations. simplement le Thank début you de for l'atelier. having come. This is not the end, but the beginning. Cet of atelier this workshop. s'appelle justement This l'indice workshop is Normandie, called the comprendre les menaces Normandy pour préserver la Index, paix. Nous avons plusieurs Understanding intervenants the et dont les threats co-auteurs de to l'indice Normandie qui maintain vont pouvoir échanger avec vous, peace. plus une So we autre have people intervenante que who nous are attendons analysts qui va from the bientôt Normandy arriver. Index. Dans cette attente, on va to vous talk to you about présenter it, ce qu'est and le others who will be collectif coming. normand européen. We will be Le collectif presenting normand our européen organise cet European atelier. Normandy Il est coordonné par group les 3 centres Europe Direct that is Normandie. coordinated by three Donc nous Normandy avons une centers. représentante We have a de representative l'Europe Direct Normandie qui est située à Évreux, donc Salomé Limry. Normandy, we de la have Maison de l'Europe de Salomé l'air. Bonjour. Limry. Voilà. Et on retourne sur It's Caen. called Normandy Donc Direct. on accueille Europe aussi Normandy Ophélie Direct. Bouin, qui And we est also du Centre have Europe Ophélie Direct Bouin Normandie from Caen, the et avec une petite Europe précision Direct peut-être, Normandy pas que Caen. from Caen. Oui, nous And sommes not just from également Caen. basés en point relais We à are Rouen. also Voilà, et qui est in porté Rouen par with le a Centre contact régional point d'information jeunesse, where Info Jeunes we have a Normandie, youth et information moi-même et center, ma and collègue myself Béatrice, and my qui colleague est, Beatrice. nous sommes un centre Europe And Direct we are aussi a Normandie, Europe mais à Direct Vire, Normandy et aussi center situé dans in un lycée Vire, agricole, au lycée agricole in de an Cé, c'est pour le agricultural lycée agricole de Cé. lycée, Voilà. the one located in Say. Donc nous sommes 3 centres So Europe we Direct are en 3 Normandie, Europe donc Direct missionnés centers par la in Commission Normandy, européenne pour faire de and the European l'information sur Commission l'Union européenne has à tout asked us to work public. on Et information from nous ne the sommes pas les European seuls Commission en for Normandie à faire all de l'information types of sur l'Union public. européenne, à We're aller not the only rencontrer les ones citoyens. working on Nous this. avons donc constitué tous We ensemble have avec les autres together acteurs le worked with collectif other normand actors, européen. Donc nous the avons aussi
des European représentants de Normandy ce collectif. group, Vous and we have pouvez voir sur la representatives carte of this group, le and you mouvement see européen this de Cabourg on the map. qui est There is the ici Cabourg sur les movement, chaises du premier which rang. we Ah, have in voilà, the first. mesdames. row, Nous these avons ladies. aussi dans ce collectif In la this Maison group, de we also l'Europe de have the Seine-Maritime. House C'est of peut-être Europe pour ceux of qui sont de Fécamp, Seine-Maritime, justement, donc from qui est those située perhaps au from Havre. Fécamp. Et In il y a également une the autre Havre, section du we mouvement have européen another en section Seine-Maritime, of donc the à Rouen. European movement Donc vous in avez sur la Seine-Maritime carte in Rouen. à peu près So on the nos map, localisations. you can Vous see avez where we aussi are nos located. coordonnées. Alors vous voyez You peut-être also pas très have, bien perhaps you sur, can't see it sur very well, le diaporama, mais vous tapez the simplement screen. Réseau Europe Direct Normandie, Collectif Normand Européen dans Google. but Vous allez you nous can just trouver. Google us. Et n'hésitez pas Europe individuellement Direct ou Normandy. par rapport à vos Please don't établissements hesitate à to nous contact contacter. C'est us vraiment notre individually mission or de more vous informer, generally. de faire des choses It's aussi, our des mission to actions avec vous. inform you and to On carry en out actions reparlera. with Il y a you. notamment une We will action talk about importante this with you qui nous attend en again. 2024. And in 2024, we have important actions that Voilà will be pour taking place. les organisateurs et les animateurs de cet That's it atelier, mais for nous avons those aussi le running plaisir this workshop. d'accueillir And we also have the les pleasure co-auteurs de of l'indice Normandie. introducing the Je co-authors vais les laisser of se the présenter et on va justement Normandy les Index. resituer sur So we aussi will une situate diapo. them also on a slide. Oui, bonjour. Good morning. Bonjour Normandie. parce Good que morning, c'est toute la Normandy, because we have all of moi, je Normandy here. m'appelle Elena Lazarou. My name is et Elena je suis la chef Lazarou, d'unité de and I'm politique the head externe of dans external le service policy de recherche du Parlement in européen. the research Notre service service est un for the European service Parliament. Our qui service un peu is one académique. which is somewhat ce qu'on scholarly. fait, essentiellement, What et we je suis, do, moi et mon essentially, collègue, nous pouvons my discuter colleague et parler and de I ça après si can vous avez talk des about questions. this if you On like, and aide if you have some questions. les députés We avec help leur the, travail. On, deputies, the European members of Parliament, en répondant des questions qu'ils ont sur by les faits de la politique answering internationale, de la questions politique on, externe, le développement, le commerce national policy, international, les international relations policy, diplomatiques, trade la policy, sécurité et la défense. diplomatic Alors, ce qu'on relations, fait, on c'est qu'on security and répond chaque defense. jour So aux questions every des day députés. we answer Et en the même temps, parliamentarians' questions, and at nous the avons same notre time, production we de also publications, produce d'analyses, comme publications of our l'indice Normandie analyses, que vous such avez as ici, the ou vous aviez Normandy ici, parce que maintenant Index, vous l'avez pris, et je suis which très you heureuse. Nous avions have. quelques copies ici. I know we have a few Alors, copies plusieurs here, and I'm analyses et delighted by plusieurs that. publications So dans des we sujets conduct de la même various matière, de politique analyses externe, on pour les various députés, mais topics aussi pour on la société external civile, les policy, élèves, for civil le public society, général. students, voilà, and the public at merci. large. So there you go. Je m'appelle Branislav I'm Stanicek. Je travaille avec Branislav Elena, Stanicek. I work with dans le Elena service de recherche du in Parlement. this research service at the Mes Parliament, domaines de recherche, c'est surtout and le I pays de work voisinage, on donc le voisinage sud, mais aussi de l'Est, neighboring comme countries in the l'Ukraine. south and the Et east, avant such de as travailler à Ukraine. Bruxelles, Before j'étais à la working in Fondation pour Brussels, l'innovation politique. I was at qui the était à Political Paris. Innovation Center, which is in Paris. Merci. Et en effet, sur, Thank you. sur le diaporama que vous voyez On à the l'écran, slide, donc which you vous have voyez up où on est the situé screen, le Parlement européen. you Et see le where the Parlement European européen Parliament is représente en located, effet and les it citoyens comme nous sommes, represents les the citoyens européens. citizens. Et quand je vous parlais d'un événement qui We sera are. très important en And 2024, when I peut-être que vous spoke n'aurez of a pas very l'âge, vous important n'aurez pas event 18 ans in en 2024, peut-être que 2024, certains d'entre vous, oui. perhaps you Et will vous êtes not be aussi 18 in des vecteurs 2024, but d'information. you Donc, are le 9 also juin vectors of 2024, information. en The France et ailleurs dans 9th d'autres of pays de l'Union June européenne, 2024 in nous France and voterons in pour other élire nos countries, députés we will be européens voting qui to travailleront avec elect Elena our et Branislav European aussi. members of Parliament Donc who will c'est be vraiment working un with temps fort pour Elena nous. and Nous allons accueillir Branislav. aussi We will also Valérie be Drezet-Humez, welcoming qui est la chef Valérie de la Drezet-Humez, Commission européenne en who is France. Dans the chaque head of the État European membre de Commission l'Union in européenne, France. il y a une In every représentation à la fois de la Commission member européenne, state mais of aussi the du Parlement European européen. Commission, we have a Et donc representative and Valérie also a Drezet-Humez, representative donc, qui of va the nous European rejoindre Parliament. bientôt, So, travaille à la Valérie Commission européenne. La Drezet-Humez, Commission européenne, dans ce schéma, est vraiment who will be au joining cœur us, des works institutions. at the Donc on voit nos European chefs d'État et de gouvernement qui donnent les So grandes orientations, we la hear Commission européenne the qui est heads là of au cœur state pour faire who aussi le lien avec provide le the Conseil de l'Union main européenne, les outline, ministres and de then we l'Union have the européenne, Council une loi of sur the l'agriculture par exemple,
European Ce sont les Union, 25 let's say ministres de an act on l'agriculture qui se réunissent agriculture, et qui it's décident. the Et évidemment 27 avec le members Parlement européen qui, au or fil des ministers of ans, agriculture and gagne development de plus en plus policy. en importance pour And we nous see that représenter this tous is becoming les 40 increasingly 447 important. millions d'habitants Um, dans l'Union we have européenne. 447 pour cette million petite présentation. Europeans Et donc cet represented by atelier them. qui s'appelle This l'indice Normandie, comprendre les menaces workshop, pour which is préserver called la paix, Normandy va nous Index permettre Understanding justement Threats de to voir Keep comment Peace cet indice will help peut us servir to understand how à this index orienter can les actions de help l'Union us européenne, à guide the décrypter actions of aussi ce the qui se passe, et European Union, notamment ce qui se describing passe what avec is le happening conflit and en especially Ukraine what's happening et given les the différentes conflict menaces in Ukraine en fait, and the auxquelles various sont confrontés threats les États, that mais aussi states qui face, impactent les populations which, is, et qui nous which are impactent also beaucoup having an impact également. on us, Donc c'est l'objectif de cet citizens. atelier. That is Et the purpose of on- our workshop On today, souhaitait and savoir we wanted to justement know si vous, alors vous l'avez dans les mains puisque il a you été diffusé, bien sûr. are Vous le holding retrouvez this aussi sur internet, sur in le your site hands du Forum because Normandie pour la it was paix. distributed, but you also have it On on va the passer à une question site of the forum. Slido, mais avant ça, on va vous We will expliquer have a comment ça Slido fonctionne. question, and Alors, before le getting but to de it, cet we will atelier, c'est que explain ce soit aussi how it works. interactif et que on The soit pas tout seul à workshop's travailler, purpose mais is vous to aussi. be Vous allez interactive. pouvoir It's not donner just votre up avis. to Pour ça, us vous to work, allez but you pouvoir too, et avoir you le droit, on vous will be able autorise to de give prendre votre your téléphone opinion. portable So you take et your d'aller sur le mobile site phone, go to the slido.com. site called C'est une application slido.com. interactive qui It is permet an de répondre à des interactive questions en app temps réel et qui nous enabling you permettra en to fait answer et aux questions intervenants in qui sont real là time, de rebondir enabling directement sur us ce que also vous to pensez, react sur ce que to vous what you connaissez think aussi. and what Donc you know. slido.com sur Google So ou sur le moteur de recherche que vous utilisez. slido.com, Et ensuite, on go va on vous to demander un Google code juste après or le hashtag. whichever Et là, search vous avez donc engine Normandie pour la you paix, use, NPP and 2023 there's a à taper. hashtag tout en majuscule. NPP D'accord. 2023, C'est le premier lien which normalement you qui apparaît put lorsque in. vous tapez sur Should votre be the moteur de first recherche. C'est une link application où il y a du vert. that should come up. Slido.com, Slido.com, hashtag Et donc là, vous allez NPP pouvoir normalement arriver sur un 2023, espace qui est and you vide. get to Donc, je a- crois que vous pouvez an mettre empty votre space, prénom and I think you can dessus. Donc enter mettez your bien votre prénom qu'on first puisse name, savoir d'où viennent les questions. so si we jamais know on where veut the interagir avec questions vous. are coming from if Les we questions want to. apparaîtront au fur et à mesure. interact with Donc, you, vous pouvez garder la and connexion ouverte. the questions Normalement, will vous come allez up. sur un espace You can leave et les this questions open. apparaîtront au fur et à mesure. You should get a space opening up, and the questions will NPP come up 2023. as we go. Alors, on ne va pas faire un sondage général si ça marche pour tout le 2023. monde. Mais est-ce que vous arrivez à vous connecter pour la plupart? Juste un petit hochement de tête? Oui, oui, oui. Please nod. Ouais, ça a l'air de fonctionner à peu près. Let me know if you're able Si to jamais, dans connect. le cas où ça ne fonctionne pas, If on va not, travailler en collaboration, en bonne intelligence. we Voilà, will vous discutez work avec votre voisin ou together votre voisine et puis vous harmoniously. partagez les You can questions. talk to your neighbors. We can share the questions. Donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal pour tout le monde. La connexion est ouverte Seems to pendant be tout le working. débat. Si jamais So vous déconnectez, throughout vous pouvez this vous reconnecter. debate, Slido.com, NPP 2023. The connection will Et on remain enchaîne, je open pense que vous allez for peut-être déjà même Slido.com. avoir une première question qui risque d'arriver. I think we already have a first question Donc that la should be première popping up. question, The first question, connaissez-vous l'indice Do you know Normandie pour la paix? the Normandy Index for Peace. C'est l'indice Normandie, normalement. It's called the On l'a rajouté pour la Normandy paix. Index. We just added for peace because that's the theme here. Ouais, d'accord. Donc, voilà la So, question qui that apparaît is the normalement sur question. votre téléphone. Do you know Donc, vous êtes about 102 the participants, Normandy 103 à avoir Index? répondu. Donc, ça fonctionne. C'est pas mal, 105. Over 100. Alors, je of pense que you vous avez have quasiment already tous et toutes pu responded. répondre. Je vous I think propose you've qu'on almost regarde les résultats pour voir si Completely vous answered. connaissez Let's cet look at indice-là. the results Et donc, à to know whether you 78%, are aware of it. non, vous ne So, connaissez- 79, non, vous ne connaissez pas l'indice 79% of you do not Donc, know. c'était about the intéressant de Normandy faire un atelier Index, sur so l'indice Normandie. Hence the Et, relevance of conducting Elena, this workshop. justement, pouvez-vous Elena, nous en dire plus could you sur tell cet us more indice, about this pour qu'on index découvre mieux peut-être so we aussi son can histoire, puisque discover vous le disiez, more about its c'est l'indice history? Normandie, because you initialement said peut-être indice it Normandie is pour la paix. the Pourquoi un lien avec, Normandy avec la Index région for Normandie Peace plus and fort. why? Oui, merci beaucoup. Mais avant thank you. de commencer, je voudrais But aussi before faire beginning, un Slido, mais ce n'est pas un I Slido, would c'est like un to, sondage. let's say, conduct a Je survey, voudrais not a savoir Slido, entre but vous, a survey. quelle est la menace que Among vous you, considérez la plus What grave et is la the plus threat that importante you pour la consider to paix? be Alors, the quelle est la more plus grande serious menace dans le monde and the greatest au moment in terms pour of vous? threats to peace at this point in time? Vous pouvez parler. You can go ahead and speak.
La plus grande menace à la The greatest démocratie et à threat la paix. to democracy and peace. Oui, oui. Ou seulement crier. Or just scream out if you like. La guerre. Pardon. La bombe nucléaire. The Nucléaire. nuclear bomb. Oui. La guerre. J'ai écouté la guerre. Quelque chose Wa- d'autre. I heard war. War. La rivalité, la great power politics, oui. Great power politics as the speaker. Le Cyber cyberterrorisme. oui. Terrorism is another answer. Cyber Il n'y a pas terrorism. une réponse correcte. Alors, There's fossé not entre one les right richesses. answer. There's Pardon, the Le fossé entre les richesses, le fait qu'il y ait de plus major en plus gap d'ultra in riches et de wealth. plus en plus That de is, pauvres. there are more Oui. and more very rich and more very les poor disparités économiques. people. Alors, So we'll call that inégalités. economic Oui. disparity. On m'a dit que à I votre was âge, told c'est le that climat at que your normalement on mentionne, mais age, apparemment c'est people différent. usually Mais talk about climate, le changement but climatique. Mais peut-être ça aussi. climate change, but perhaps that as well. Ok, oui. Merci. Non, je commence avec ça pour, Well, I will begin pour with vous this introduire l'histoire de to l'indice Normandie et aussi pour Introduce the expliquer history of comment the ça, Normandy Index l'évolution and to originellement explain d'un indice pour la paix qui est how devenu this un peace indice qui index mesure le has menace become à la paix et à la démocratie. an index that Cette histoire est une measures histoire threats to peace and qui democracy. commence en It is a history 2018 that began in 2018 et ça fait partie d'un accord and entre it la is région part of an Normandie, agreement between le the Forum mondial pour la paix et le Normandy Parlement region, européen. the Forum Et l'idée Normandy for était Peace que and the le European Parlement Parliament. européen The et idea was spécifiquement that le the service European de Parliament, recherche, and nous, specifically alors, our research irait service, développer un indice would pour develop an mesurer index la to paix dans le measure monde. peace Pour throughout the cela, world. nous avons For that, construit un partenariat we avec built un a institut partnership qui se situe en Australie, à with Sydney, an- l'Institute for Economics and Peace. with the Et nous avons Institute for commencé à Economics and réfléchir Peace in à Australia. comment présenter cet indice, comment And mesurer we alors started to think le about menace how we à la could paix dans le monde, measure this index. dans How un can we contexte aussi où measure on pense threats to bien peace sûr, throughout the world étant en Normandie, in a à context, for l'histoire de example, cette we were région et comment en here in fait Normandy in this context nous nous with the history of considérons the region, en Europe dans and une we période de in paix Europe maintenant qui consider n'était that we pas were in a toujours period comme ça et of Normandie peace, which was not est une always the région case, vraiment and symbolique Normandy de is a cela. symbolic Et je place vous invite, si c'est la in these première terms. fois que vous êtes au And forum, if you are here for the first time, de I'm faire partie explaining aussi this to you. de plusieurs visites. J'imagine vous You êtes de can Normandie, vous avez déjà participate in, visité de plusieurs mémorials. Mais de Visits, toute you've façon. probably been to a lot of Et the alors l'idée memorial était de sites. développer un So the indice idea pour mesurer was les to menaces à la develop paix. an index of threats Et to l'idée peace. aussi était d'avoir And the un idea indice was qui est also très to have an focus sur index which would l'action focus externe de l'Union on européenne. Alors, external il y a action of plusieurs the indices European dans le Union. monde There are aujourd'hui qui several mesurent la paix dans les indices différents throughout the pays. world Mais cet indice est vraiment un indice measuring qui mesure peace. But this les one menaces à la base d'une measures définition threats de la based paix, on a qui est une definition définition of peace, utilisée par which is l'Union one européenne used dans by le the développement European de ses Union politiques in aux development of politiques its externes, mais aussi, comme j'ai dit, external la politique policy. externe aujourd'hui n'est pas seulement And la diplomatie, this c'est aussi le policy is not développement, just, le commerce uh, international, diplomacy, it's also sécurité, défense, promotion de la trade, démocratie et des droits promoting humains. Alors, on a plusieurs democracy and human plusieurs rights. So domaines de we politique have externe. many areas in which Pour we faire work cela, in on terms of external nous policy, avons and to do retourné à un this, document très important we've dans la always gone politique back to externe a de very l'Union européenne, qui est la important stratégie document, globale. which de is the 2016. global strategy of Et dans cette 2016. stratégie, on voit And pour in la this première fois strategy, we see une for the first définition time de ce the qui definition constitue of what constitutes de menaces, ce qui constitue une menace à la paix, à la threats base de la to définition de peace l'Union européenne. based on the Et c'est European important de Union's dire ça parce definition, que and it's la important to première say chose this parfois because qu'on pense, the first ou thing même we que think d'autres of États pensent, sometimes, hors or l'Union other européenne, states hors l'Europe, outside of the c'est que EU la and seule outside of chose qui Europe est qui menace la paix, c'est is la that guerre. the only Alors, thing une threatening peace is définition war. très basique, très So it's a ancienne, very serait que basic and pour old mesurer la definition, paix, that is to ça measure suffit de peace. mesurer s'il y a une guerre ou non You dans just un endroit see tel. whether there Mais is a war Mais ce n'est pas comme going ça on pour in l'Europe, certain parce place, que but that's l'Europe, not the l'Union case for européenne, Europe a comme une base and de the pensée European Union, que la because paix, ce n'est pas seulement its l'absence de la foundation guerre. is to think that La this paix peace is not est just an un absence of concept war, holistique. it is a La paix et holistic la concept. sécurité, alors, It means, sont deux first of all, concepts liés. security. Et pour avoir la sécurité,
Ça ne suffit pas de seulement ne pas avoir la guerre. Sécurité, c'est sécurité économique, comme on a écouté. Égalité. Sécurité, c'est la démocratie, d'avoir le droit de participer dans les décisions et d'éléger son gouvernement. Sécurité, c'est d'avoir une gouvernance de grands défis d'aujourd'hui, comme la sécurité climatique, le cyberattaque, comme le terrorisme, alors de savoir que ça aussi ne va pas attendre la vie des citoyens. Et sécurité, c'est aussi d'avoir en place un multilatéralisme, alors une coopération internationale qui donne, qui à la base de règles qui gouvernent des menaces comme la prolifération nucléaire qui a été mentionnée par un de vous, qui gouverne aussi les relations entre les États comme la Chine et les États-Unis que quelqu'un d'autre a mentionné. Alors un système international basé aux règles et à la coopération pour ce que les grandes rivalités n'attendent pas la vie quotidienne des citoyens et n'empêchent pas la démocratie à fonctionner. À la base de toute cette définition, on a pris de cette stratégie globale des indicateurs de menaces qu'on a inclus dans notre indice: le terrorisme, menace hybride, la crise économique, le changement climatique, le terrorisme, l'insécurité énergétique, la criminalité, les armes de destruction massive. Vous pouvez trouver tout ça dedans. Et puis, on a commencé un projet de mesurer le volume de cette menace dans 136 pays dans le monde, plus l'Union européenne, alors 137. L'Union européenne, on le mesure comme 1. Et on a additionné à cela une mesure de la démocratie. La démocratie n'est pas explicitement inclue dans la stratégie globale, mais nous, on a considéré à la base de tout ce que l'Union européenne fait dans le monde que pour mesurer les menaces à la paix et à la sécurité, on doit aussi mesurer s'il y a une démocratie qui fonctionne et de qualité dans ces 137 entités. Alors, à partir de 2018 ou 2019 jusqu'à aujourd'hui, on fait ça chaque année. On mesure le degré de ces menaces dans les pays et les entités qu'on mesure. Et on voit l'évolution pour chaque pays, pour chaque région, comment ça se compare, quelle est la plus grande menace pour chaque pays, comment ça change. Et à la base de ça, on a la publication que vous avez aujourd'hui. On a l'indice Normandie online, alors vous pouvez trouver ici le lien. Et aussi dans la librairie, il y aura un flyer que vous pouvez scanner et vous pouvez entrer sur l'Internet et voir tous les graphiques et toutes les choses qui montrent ce qu'on mesure. Et on suit l'évolution des menaces à la paix pour tous les pays qu'on a dans l'indice. Et pourquoi ça c'est important, et je termine ici. C'est important parce que, comme j'ai dit avant, nous, dans le service de recherche, mais aussi le Forum Normandie, on dirait que nous avons deux types de clients. Ce sont le formateur de politique, les gouvernements, les députés, mais c'est aussi les citoyens comme vous, les étudiants. Et nous trouvons que, ayant fait ça d'une manière simple, une manière qu'on peut voir sur l'Internet, dont les policymakers peuvent voir comment la paix s'évolue dans un pays et penser à des solutions et des politiques très ciblées, mais aussi que le public peut comprendre, peut lire et voir quelles sont les grandes menaces et les grands défis d'aujourd'hui. Alors, je termine là. J'espère que cette introduction vous aide à s'intéresser à l'indice et que maintenant, 78 est diminué et c'est 0 qui ne connaissent. Parce que connaissez-vous l'indice Normandie? Voilà, maintenant vous connaissez tous. Merci Elena. Donc maintenant vous connaissez l'indice Normandie. Vous avez en effet la publication papier. Vous avez sur Internet et même en carte interactive aussi pour faire vos propres choix et savoir ce qui se passe dans le monde.
Est-ce que voilà, vous avez des questions par rapport à ce que vient de dire Elena sur l'indice Normandie, par rapport à ce que vous avez pu feuilleter très très vite, certes. Ceux qui... donc ça va, ça change, vous continuez à voter, c'est très bien. Ceux peut-être qui connaissaient déjà aussi, de nous dire voilà ce que vous en pensez, quelles questions ça vous inspire, cet indice Normandie. Quelqu'un peut-être qui le connaissait déjà? Pourquoi? Vous étiez 22% à le connaître. Qui le connaissait déjà, cet indice? Tu le connaissais déjà? Tu avais entendu parler de ça où? Sur Internet? Tes parents? Ok, qui connaissaient? Ok. Non, c'est bon, du coup, on a eu... C'était juste une connaissance. Il existe l'indice Normandie, mais tu n'étais pas allé voir exactement. Si. Mais qu'est-ce que tu en penses, du coup? Du coup, il s'intéresse à ça. Vous avez peut-être par curiosité, l'indice c'est un ranking, donc c'est des rangs. Est-ce que vous vous demandez peut-être quel est le pays numéro 1, quel est le dernier? C'est pas des questions qui vous posent... Poser la question. Est-ce que vous avez vu, pour ceux qui ont entre les mains l'indice, justement, il y a une page donc, que montre Elena, page 14. Il y a justement tout le classement pour 2023, puisque chaque année, l'indice est remis à jour. Et ça ne vous pose pas question par rapport à la place de l'Union européenne? Comme le disait Elena, en fait, l'Union européenne est comptée comme une seule entité, on va dire, voilà, parce que ce n'est pas un pays, l'Union européenne, mais voilà. L'Union européenne est à quelle place en 2023? Et ça ne vous pose pas des questions par rapport au premier, au dernier? Ou est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des pays qui sont arrivés à un classement auquel vous n'attendez pas? Des pays que vous connaissez, que vous entendez dans les infos? Je suis en train de regarder, de compulser. Non. Non, mais heureusement, il y a le papier, on fait traditionnel, pour que vous puissiez rechercher vous-même. Et il y en aura d'autres aussi, il y en a d'autres dans la boîte pour ceux qui n'en ont pas, mais vous passez à côté les uns des autres. Dans le carton, là, sur le côté, il y a d'autres exemplaires papier. Encore une fois, comme le disait Elena, vous avez pour scanner, pour l'avoir en direct en ligne, et carrément une carte interactive. Ça y est, les questions arrivent. Il fallait le temps de regarder plein de questions. Alors, petite info en attendant justement qu'il y ait des questions. Elena faisait remarquer, puisqu'il y a distribution du document, que le QR code est ici pour ceux qui n'ont pas le document papier ou qui veulent explorer le document sous sa forme interactive. Vous pouvez scanner le QR code qui est sur le côté, sur la couverture. Tout est prévu pour la version papier, la version en ligne. Vous n'êtes pas choqué par le classement? Ça vous paraît tout à fait normal? Vous n'osez pas le dire? Prenez la parole, vous inquiétez pas, nous sommes simplement entre nous. On est un peu plus de 140, mais tout va bien. Est-ce que l'Union européenne risque de monter ou de descendre dans le classement sur les années suivantes? Est-ce que justement, tu disais Elena, vous disiez Elena que l'indice Normandie donc existe depuis plusieurs années. Voilà. Est-ce que l'Union européenne a déjà changé de rang dans le classement? Et pourquoi? Oui, merci pour cette question. Oui, en fait, cette année, si je ne me trompe pas, et Branislav est en train de regarder, c'est la meilleure année pour l'Union européenne en classement. Je me rappelle quand on a commencé, c'était au 11e ou 12e place du ranking. Et maintenant, c'est le 7e. Oh, la 7e, pardon. Mon français n'est pas parfait, mais je sais. Alors oui, nous avons vu que l'Union européenne est maintenant dans une position 7. Et elle était avant, oui, bien qu'on j'ai vu, 11. Mais cette année, c'est numéro 7. Pourquoi?
C'est intéressant parce que, comme vous savez, durant toutes ces années, il n'y avait pas de guerre dans l'Union européenne, alors ce n'est pas une question de guerre. Et on pourrait même dire que cette année, à partir de 2022, avec la guerre de Russie sur l'Ukraine, nous avons une guerre à côté, et peut-être ça irait dire que l'Union européenne est moins, que les menaces sont plus grandes. Mais ce qui fait que l'Union européenne améliore dans le ranking, c'est que si on regarde la composition de l'indice Normandie, il y a des éléments comme la sécurité énergétique, comme le changement climatique, comme le terrorisme, le cyberterrorisme, la cybersécurité, l'économie, la démocratie, que durant ces 5 années, si on regarde l'évolution de la législation européenne, des stratégies européennes, on a beaucoup des initiatives qui aident à faire face à cela. Alors chaque année, le Parlement et le Conseil, à proposition de la Commission, met en place des instruments pour combattre les menaces. Alors chaque année, on voit des résultats. Donc c'est positif pour l'Union européenne, ça nous rassure en tout cas. Et en effet, l'indice Normandie, c'est bien 11 menaces identifiées, comme Elena l'a précisé, et ça nous permet d'avoir vraiment un autre regard. Nous, quand on a, comme vous, découvert aussi l'indice Normandie, on a découvert ces 11 menaces. On était aussi sur l'idée, voilà, la paix, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Et en effet, vous identifiez justement où sont chaque pays et l'Union européenne par rapport à chacune de ces menaces. Et c'est ça qui fait le classement ensuite dans les 130, j'ai oublié 137 pays. 137 avec l'Union européenne, j'avais bon. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'indice Normandie, sur cette découverte? Parce que maintenant, c'est bien. Vous continuez à voter. Donc 46%, on est parti de 22%, on arrive à 46%. 54% non, mais je pense que ça va bientôt. À la fin de l'atelier, c'est 0. Hein, parce qu'il y en a qui ne votent peut-être pas encore. En tout cas, voilà, vous avez déjà l'information sur l'indice Normandie. S'il n'y a pas d'autres questions, une question. Oui, parce que les professeurs peuvent poser aussi des questions. Hein. Voilà, moi je suis assez étonné sur le fait que l'Europe ait progressé, surtout par rapport à la démocratie, puisque les gouvernements d'extrême droite progressent énormément. Et il y a des liberticides, des lois contre la presse, contre la justice, contre les femmes. Il y en a donc de plus en plus. Et voilà, donc je suis juste étonné. Si je peux répondre à ça aussi. Donc, dans l'indice, nous avons un composant qu'on appelle processus démocratique. Donc, là, on n'observe pas les résultats des élections, si c'est parti de droite ou de gauche, socialiste ou FN, mais on plutôt regarde le processus. Donc, si au niveau politique et technique, les élections étaient libres, même s'il y a liberté de la presse, d'expression. Et là, on a vu une amélioration dans l'ensemble de l'Union. Donc, c'est pas seulement en France, mais dans les autres pays du sud, du nord, de l'ensemble du continent. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs pays, à la fin de la période de Covid, de la pandémie, ont commencé plusieurs réformes économiques, réformes sociales, aussi financées par l'Union européenne. Les indices comme l'indice économique, je crois qu'ils ont déjà pris en compte quelques résultats premiers de ces réformes économiques. Donc, je crois qu'il faut se réjouir que nous avançons un peu ensemble. Et personnellement, je suis curieux aussi de voir que dans le domaine de l'énergie, on peut parler un peu plus longuement sur l'énergie, que l'Union européenne, malgré la menace, la guerre en Ukraine, les restrictions, donc les sanctions économiques vis-à-vis de la Fédération
de Russie. Nous avons renforcé la sécurité énergétique parce que nous avons trouvé d'autres ressources provenant d'autres pays, du pays du Golfe ou de Norvège. Donc il y a plusieurs éléments qui appuient ce changement. La situation s'est améliorée, mais en effet, si on prend les pays de l'Union européenne, peut-être un par un, on n'aurait peut-être pas ce même classement. En fait. Voilà, il y a des choses aussi qui... Tout ne va pas forcément bien dans l'Union européenne et il y a des progrès à faire, on en fait, tous ensemble, en tout cas. Si je pourrais ajouter encore une petite chose sur l'indice, ce qui est assez frappant, c'est que les pays qui font le mieux, je dirais les 4 ou 5 premiers au classement, la Suisse, Norvège, Australie, les autres, et puis les 5 derniers, ils progressent. Les premiers sont toujours les premiers, donc il y a une marge de manœuvre de devenir pire assez faible, parce que ce sont des économies assez robustes, les démocraties robustes, ils ont le système commercial assez intégré. Donc, vous voyez la situation très stable au début du classement, et aussi très stable malheureusement, assez stable qu'il n'y a pas assez d'amélioration dans les pays qui sont fragilisés. Sauf parfois il y a quelques petits changements en marge. Par exemple, l'année dernière, on a vu une amélioration en Libye et en Syrie. Très bien, merci. Donc nous accueillons notre intervenante de la Commission européenne. Bonjour. Bonjour, Valérie Drezé-Humet, chef de la représentation de la Commission en France. Juste passer le micro à Ophélie, juste à côté. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Nous avons commencé à parler justement de l'indice Normandie avec Elena et Branislav qui nous ont exposé ce qu'était l'indice Normandie. On voit que voilà, le sondage évolue. La position aussi de l'Union européenne sur les progrès faits dans l'union européenne qui lui permet d'avoir son meilleur classement en 2023 depuis que l'indice existe, depuis les 5 années de l'existence de l'indice. Ce qui aussi nous marque beaucoup, nous citoyens, c'est le conflit en Ukraine. Et justement, Ophélie, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus par rapport à l'intervention de l'indice Alors, donc l'indice Normandie, on l'a vu, est créé depuis 2019 et on va voir pour cette fois comment il permet d'analyser et de décrypter la situation en Ukraine. Je vais m'adresser à Branislav pour cette question. Quelles évolutions avez-vous notées pour les profils de la Russie et de l'Ukraine entre 2019, 2018, 2019 et aujourd'hui? Globalement, tout le monde essaie de suivre les nouvelles. On voit ce qui se passe en Ukraine. Aussi, on a des interrogations sur la situation en Russie, parce que la situation est assez complexe. Si je simplifie, les premières éditions, on a vu une certaine légère amélioration à la fois dans la Russie et en Ukraine. La Russie a progressé surtout parce que les matières premières, les prix des matières premières a augmenté, qui a permis de stabiliser au président Poutine à la fois le budget, la situation économique et sociale. Ils ont créé un fonds d'investissement social avec allocation assez importante, 160 milliards. En Ukraine, la situation était un peu plus nuancée parce que nous avons eu le changement de régime In Ukraine, there is a bit of nuance because of the change of regime in 2019. President Poroshenko, who was pro-European, he came from the west of the country, qui est à la majorité de langue ukrainienne. Et puis en 2019, nous avons eu en juin l'élection du président Zelensky, qui est russophone et qui était élu sur la promesse de gérer un peu mieux la situation
better the situation in the eastern provinces, the Russian-speaking provinces in the Donbass. Si je peux maintenant avancer un peu plus en détail sur les changements de dernière année, donc dans l'édition actuelle. Nous avons évidemment vu la chute assez brutale de la position de l'Ukraine. Donc l'Ukraine a baissé de 11 positions. Si vous regardez le classement, la Fédération de Russie reste quasiment stable avec la perte de 3 positions. Donc pourquoi l'Ukraine? Évidemment que la guerre a commencé en février. Donc les données de l'année dernière manifestent déjà à la fois la perte du PIB, donc produit intérieur brut, d'ordre à peu près 38%, ce qui est énorme, parce que si on a en Europe la baisse du PIB de 2-3%, on parle déjà d'une crise assez conséquente. If the GDP goes down by 2%, we talk about a significant crisis, but then it went down by 38%. Et en même temps, à cause de la guerre, il y a eu la perte de territoire, donc there's a loss à of peu près territory, 20% du 20% territoire of the territory donc of Ukraine was lost. Quatre qu'on appelle oblasts, mais ces régions à l'est, plus la Crimée, ce qui représente pour l'Ukraine une perte économique importante parce que toutes les industries lourdes, sidérurgie, métallurgie sont basées là, ainsi que extraction du gaz, extraction du charbon, production d'électricité. L'autre chose que nous avons vue, c'est la perte au niveau humain, donc pas seulement les pertes dues au combat, donc les soldats qui sont morts, soit qui sont blessés, donc inaptes au combat, mais exode massif, des familles, des femmes, des enfants, de l'ordre de plus de 7 millions d'habitants. Donc on peut dire que l'Ukraine, avant la guerre, avait à peu près 37 millions d'habitants, maintenant c'est autour de 30, et ce qui pourrait avoir aussi conséquences pour l'avenir parce que à la fois la consommation des ménages crée autour de 70% du PIB, mais aussi on voit que pas tous les immigrants souhaitent de revenir au pays, à la fois parce qu'ils ont trouvé du travail, soit en Europe ou dans les autres pays d'accueil, les États-Unis ou le Canada, ou parce que la situation sécuritaire n'est pas résolue. Merci beaucoup, Branislav, pour cette intervention. On va vous poser une question sur le Slido. Avec la guerre en Ukraine, à votre avis, laquelle de ces 3 menaces qui vont s'afficher sur l'écran pourrait mettre en péril le plus la paix dans l'Union européenne? Alors, ça arrive. C'est bon, de toute façon, vous l'avez dans vos... So, the 3 threats, disinformation, the weakening of the democratic process or the energy insecurity. La faiblesse du processus démocratique ou l'insécurité énergétique. On est presque à 85-90 répondants. So 85-90 people have responded. Il manque une petite vingtaine de personnes, on vous attend. So there's still about 20 people lagging. So alors, quels sont les résultats? So the results. Donc, effectivement, désinformation et faiblesse du processus démocratique, on voit qu'effectivement, vous êtes assez proche, 39%, 32%. Ça évolue. Alors, Branislav, au vu des résultats de ce sondage, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'en pensez-vous? Donc, on voit qu'il
Il faut aussi dire que les premiers deux, donc des informations, the top two, disinformation and the weakness, the weakening of the democratic process are linked. Because if there is disinformation, you can have an influence on the public opinion, on the elections, on the general atmosphere in society. Et aussi le troisième, mais je vais commencer par le premier. But I'll start with the first one. On a vu que pas seulement grâce à la guerre en Ukraine, we saw that not only because of the war aussi avant, pendant l'épidémie du before, Covid, on a eu plusieurs théories complotistes émerger à la fois dans les réseaux sociaux, mais parfois c'était carambolesque. Donc, il faut voir comment c'est dans des informations écrites. Donc, c'est pas que quelqu'un se trompe ou quelqu'un voit des choses différemment, mais il y a vraiment une société spécialisée dans la création de ce qu'on appelle fake news. Il y a même aujourd'hui, comme il y a des agences de presse, AFP, Reuters, aujourd'hui il y a même des agences qui créent des fake news, donc des informations. Et puis, il y en a pas mal qui sont basés en Russie, puis en Chine, dans les régimes autoritaires. Et la plupart de ces agences essayent de passer le fake news, donc quelque chose qui est inventé, mais plus ou moins vraisemblable, dans les journaux des pays qu'on appelle pays tiers, par exemple en Inde. Parce que le processus éditorial n'est pas tellement sévère, par exemple en France ou en Europe. Donc, on crée un fake news, on essaie de la publier dans un journal en Inde, Hindustan Times, par exemple. Et puis, parfois, il y a des journaux en Europe, surtout ce qu'on appelle des infocènes, donc un peu focalisés sur ces news complotistes. Ils republient ce qui était publié déjà en Inde. Et puis, les gens se disent, mais peut-être c'est vrai, on ne sait jamais. Donc, c'est important pour la démocratie d'avoir à la fois le sens critique. Donc, il ne faut pas croire tout ce que vous lisez, surtout sur Facebook ou sur les réseaux. Puis, on peut parler maintenant de la faiblesse du processus démocratique. Donc, pour vous, c'est la deuxième menace qui peut mettre en péril la paix. Donc, on voit en dehors de l'Union européenne, il y a des pays évidemment comme la Russie, ou même s'il y a des élections, il y avait un blague de l'époque de Staline qui disait que c'est pas important qui vote, mais qui compte les votes. Donc évidemment, vous pouvez faire des élections, mais plus ou moins on sait en avance qui va gagner. Et puis, à la fois, il y a le trucage, pas seulement au niveau des élections présidentielles ou nationales, mais on a aussi le niveau local et régional, où le pouvoir central essaye de placer ses amis, parfois les oligarques, etc. Donc, la faiblesse, certes, et dans l'Union européenne, la faiblesse, c'est que, comme c'était déjà évoqué, je crois, dans le public, il y a une montée énorme ce qu'on appelle les partis alternatifs, ou les partis révolutionnaires, contestataires. La situation devient assez grave en Allemagne, où AfD, Alternative für Deutschland, qui est une partie un peu xénophobe, un peu anti-européenne, un peu anti-immigration, un peu anti-système, est devenue pour la première fois dans l'histoire seconde partie le plus important dans les sondages. Donc ils ont à peu près 20-22%, ce qui paraît surprenant, mais avec les événements comme j'ai évoqué, Covid, la guerre, l'insécurité, des gens ont trop de questions, pas tellement de réponses compréhensibles. Puis le troisième menace, l'insécurité énergétique, évidemment c'est important puisque l'économie, c'est l'énergie transformée.
si vous réfléchissez pour produire n'importe quel objet, une voiture, même la cosmétique, il faut utiliser à la fois l'énergie comme l'électricité, mais aussi les ressources comme le gaz, parfois les autres qui sont des énergies transformées. Et l'Union européenne, avant la guerre, était trop dépendante d'un seul fournisseur, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Si on regarde la consommation du gaz, le gaz que vous consommez pour je sais pas, faire cuire votre omelette, mais c'est aussi le gaz utilisé dans l'énergie, dans la métallurgie, dans la production d'acier et les autres choses. On était à 48%, donc presque 50% du gaz consommé dans l'Union provenait de la Russie. Avec les sanctions et la diversification, l'année passée, nous sommes descendus à 8%. Donc aujourd'hui, quasiment tout le gaz, la grande majorité, provient de Norvège. Et puis ça dépend des pays, comme la France. Évidemment, il y en a pas mal qui proviennent de l'Afrique du Nord, de l'Algérie. En Espagne, c'est pareil. Et puis, il y a la montée en puissance qu'on appelle le gaz liquéfié. Donc, vous acheminez le gaz par le bateau, surtout des États-Unis, mais aussi des pays comme Qatar. Donc, on pourrait dire que, et ça, c'est aussi votre sentiment, parce qu'on voit que c'est Menas qui est à la dernière place. L'insécurité énergétique, le pire est derrière nous. Et donc, il faut maintenant un peu stabiliser et consolider la situation. Ça marche plus. Elena, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces résultats du sondage? Oui, très rapidement, parce que je crois que nous avons une nouvelle intervenante et pas beaucoup de temps. Non, seulement pour dire, première, ça m'étonne et j'aime être étonnée parce que c'est, j'imagine qu'en Bruxelles, les réponses ici, c'était insécurité énergétique le premier, parce qu'on pense beaucoup à la faiblesse dans ce domaine dans l'Union européenne par rapport à l'impact de la guerre. Et si vous voyez dans les résultats de l'indice Normandie pour l'Union européenne, la plus grande vulnérabilité qu'on a identifiée, c'est vraiment l'insécurité énergétique pour l'Union européenne. Dans le processus démocratique et le domaine des informations, on constate chaque année un grand degré de résilience de la part de l'Union européenne. Alors le domaine énergie, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup dans le centre des réflexions après par rapport à la paix et la sécurité dans l'Europe. Je suis sûre qu'on va écouter de la Commission le Repower EU et tous les efforts qui ont été faits pour sécuriser le domaine énergétique. Mais je voudrais aussi dire que pour tous ces trois domaines, un concept très important pour l'indice et pour la politique externe de l'Union européenne aussi, c'est le concept de la résilience. Alors, ce que je disais avant par rapport à la législation, aux stratégies, etc., c'est de vraiment faire construire la résilience pour ce que toutes ces trois menaces ont une réponse au niveau de législation, au niveau de stratégie, au niveau institutionnel, par exemple, qu'il existe dans l'Union européenne de cellules de combat à des informations, il y en a dans le service d'action extérieure, de communication stratégique qui enseigne au public comment utiliser l'information, comment identifier le fake news. Et ça, c'est vraiment un grand domaine de travail pour le processus démocratique, l'implémentation du traité sur le domaine démocratie, mais aussi le rule of law, comment on dit ça en français, état du droit, et de plusieurs manières de monitorer le processus démocratique, d'évaluer. Oui. Et puis oui, insécurité énergétique aussi, une grande stratégie par une au domaine énergie pour produire à Europe, pour implémenter aussi une transition à l'énergie sustentable,
vert et aussi diversifié, comme Branislav a dit, le commerce énergétique, avoir plusieurs partenariats avec l'Amérique latine, dans le hydrogène vert, avec les États de Gulf States, Afrique du Nord, etc. Merci beaucoup, Elena. Je vais laisser ma place à l'animatrice suivante. Est-ce que, justement, peut-être vous avez des questions? Parce que c'est vrai qu'on est surpris aussi que la désinformation arrive en premier, donc c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu plus pourquoi vous avez choisi cette menace en premier pour la majorité d'entre vous? Est-ce que quelqu'un veut réagir avec aussi ce qui s'est dit là à l'instant? Est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'on, comme le disait Elena, le climat est une préoccupation de tous et encore plus des plus jeunes, parce qu'on vous en parle souvent et vous agissez aussi vous-même. Sur la désinformation, vous vous sentez outillé ou démuni justement par rapport à cette désinformation? Est-ce que vous avez besoin que l'Union européenne fasse quelque chose? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des fake news? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, qui vous inquiète? Sur quels canaux de communication est-ce que vous trouvez que ces fake news, on les retrouve les plus souvent? J'enfonce des portes ouvertes peut-être, mais on aimerait bien avoir votre avis aussi. Cette désinformation. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on a un rapport assez en confiance avec l'information. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de rester bien informés. Donc c'est sûr que quand on rencontre des fake news, ça peut nous mettre un peu dans l'insécurité. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de vérifier ses sources. Et pour ce qui est par exemple de la propagande en Russie, c'est quelque chose d'assez grave parce que c'est quand même tout un peuple, des millions de personnes qui vont croire des choses fausses et qui ne réalisent même pas. Et ils sont dans la naïveté complète et c'est super triste. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez déjà été en contact avec une fake news, peut-être sur l'Europe ou sur autre chose? Est-ce que certains ont déjà eu ou vu une fake news et comment vous l'avez identifié aussi cette fake news? Comment on fait en fait? Qu'est-ce qui vous permet d'identifier des idées? Vous n'avez jamais été en contact avec une fake news? Vous avez de la chance parce que moi j'en ai souvent. Et Branislav nous expliquait un peu le fonctionnement. Voilà, on publie quelque chose en Inde, après c'est repris ailleurs, et après c'est cru comme une information vraiment qui est vérifiée, et on la reposte et on la republie encore un peu partout. Donc ça masque aussi l'auteur de la fake news, ce qui vraiment pose souci pour identifier et vérifier cette information. Vous avez des cours, des outils particuliers, à part, comme disait la jeune fille, donc croiser les informations, ça c'est la base, croiser les sources, pas croiser les informations, pardon, croiser les sources pour être sûr. Vous n'êtes pas très loquace ce matin. Slido, ça va, c'est bien. Hein, c'est pour ça qu'on prévoit les deux, parce que sinon... c'est pas grave, de toute façon, l'espace est toujours ouvert si vous voulez commenter ou poser des questions au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a bien identifié que la désinformation, c'était pour vous la première menace à la paix dans l'Union européenne, mais également en deuxième position la faiblesse du processus démocratique. Ça en dit long aussi sur ça, et sur pour vous l'importance de nos démocraties, du fonctionnement de l'Union européenne, et ça va nous permettre, j'imagine, de faire une transition et de vous poser la question. Donc nous avons une intervenante qui nous a rejoint. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous représenter si besoin, représenter également votre travail, et ensuite on vous posera la grande question qui est quelles sont les réactions de l'Union européenne face à la guerre en Ukraine, et ensuite on rebondira sur ces trois menaces. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Droza-Humes. J'ai la chance de diriger un bureau qui représente la Commission européenne en France. Une équipe qui va travailler sur beaucoup de sujets, je vous en reparlerai, et qui permet notamment de faire vraiment beaucoup de liens entre, on dit souvent, Bruxelles, ça fait peut-être déjà partie de la première des informations,
Bruxelles comme une grosse bulle. Ce n'est pas si simple. Et donc, nous essayons de rapprocher les propositions qui sont faites à ce niveau-là, ce que ça veut dire pour vous, et en même temps de pouvoir faire remonter vos messages sur les sensibilités, les intérêts particuliers, les sujets qui vous préoccupent, ce qui permet vraiment d'avoir une politique européenne qui est la plus proche des réalités et qui n'est surtout pas une politique hors sol. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et que cette pédagogie de base, c'est le terreau pour une bonne information. Évidemment, à contrario, la désinformation se nourrit de cette absence de connaissances, d'éléments de base. Alors, je vais un peu bousculer votre planning, vous m'en excuserez, mais comme je vois ça juste devant moi, je ne vais pas m'empêcher de faire une petite réflexion. En fait, ça m'a peut-être non seulement surprise, mais surtout rassurée quelque part. Parce que on parle beaucoup effectivement de l'immédiateté et peut-être, comme disait Bronislav, peut-être que c'est peut-être moins aigu sur la crise énergétique, mais le fait de s'attaquer à des causes de base qui vont instiller dans beaucoup de sujets, je pense que c'est vraiment intéressant et que vous ayez cette sensibilité et que vous voyez ça comme un risque. Je ne dirais pas que c'est rassurant de voir qu'on a ce risque, mais en tout cas que vous en ayez conscience, c'est très important. Et effectivement, le lien avec la démocratie est vital parce que si vous voulez avoir une démocratie vivante, il faut qu'il y ait des informations crédibles qui circulent, des gens éduqués qui puissent s'exprimer, que vous puissiez les questionner, les mettre au défi de clarifier leur position. Et pour ça, il faut qu'il y ait des relais qui soient vivants, vivaces. Les journalistes, mais maintenant il y a beaucoup d'autres sources, et c'est vrai que je serais très intéressée par savoir quels sont vos canaux d'information, peut-être les premiers réflexes vers qui vous allez. Et c'est vraiment important d'avoir cette dimension, qui est cette alimentation constante de la démocratie par l'information, par la bonne information, sinon effectivement, Dieu sait où on va. Donc je commencerai par ce message finalement d'être rassuré sur cette prise de conscience, parce qu'effectivement ça commence chez chacun. Si chacun est conscient, chacun demande plus, questionne l'information, questionne les politiques, je pense que ça fait aussi que la démocratie continue à être vivante. Mais je reviens à votre question, j'arrête de bousculer le programme. Sur la réaction, évidemment, européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. D'abord parce qu'on est au Forum de la paix, ça nous a fait tous rappeler que la paix c'est fragile, c'est pas acquis, et ça nous a fait vraiment revenir collectivement aux fondamentaux du projet de paix européen. Alors ça paraissait, c'est quelque chose que peut-être vous apprenez dans les livres d'histoire, ça paraissait lointain et autres, sauf que le 24 février, c'est devenu extrêmement concret. Et on voit aussi que quelque chose qui s'est construit sur des décennies, en une nuit, ça prend une perception très différente. Et ça, je crois que c'était un rappel violent aux fondamentaux. Alors évidemment, immédiatement, il y a le soutien qui s'est mis en place, et je voudrais juste rappeler les grandes lignes du soutien jusqu'à ce jour, parce que c'est aussi important de rappeler que ce soutien ne s'arrête pas et qu'il y a une réaction immédiate, mais ce qui est important, c'est surtout le suivi. Et comme le dit la Commission et l'ensemble des 27, c'est jusqu'où il faudra, aussi longtemps qu'il faudra aussi. D'abord, un soutien évidemment humanitaire et un soutien dans l'accueil. On parlait du nombre de déplacés qui ont quitté l'Ukraine. Il y a à peu près 4 à 5 millions de réfugiés qui sont venus en Europe. Certains sont repartis, je dis 4 à 5 millions. Et immédiatement, la première réponse a été de leur permettre de leur donner une vie. Alors c'est une vie entre parenthèses parce qu'effectivement ils viennent, ils ne savent pas pour combien de temps ce qui va se passer. J'ai visité au début un camp de réfugiés dans la région de Marseille, et effectivement des femmes, des enfants qui sont là, qui sont en contact avec les pères, les maris, la famille. Mais dans l'immédiat, c'était d'assurer qu'ils aient un accès aux soins, à l'éducation, au travail. Et ça, c'est via la mise en œuvre de la directive sur la protection qui a été, après 20 ans d'existence, a été pour la première fois activée. Et vous avez peut-être vu qu'il y a quelques jours, cette protection temporaire a été prolongée, puisqu'elle avait été fixée dans le temps, jusqu'à encore 2025, pour assurer que les réfugiés ukrainiens qui sont sur le sol européen puissent bénéficier de cette protection dans la durée. Et je dirais que cette protection se double d'un soutien aussi aux États membres, aux municipalités, qui
aident et qui sont là pour leur porter secours. Un autre volet à part l'humanitaire, et on en a parlé parce qu'on a parlé d'économie, c'était effectivement d'assurer qu'il y ait dans la durée, notamment tout simplement au niveau du budget ukrainien, la capacité de payer des fonctionnaires, d'avoir du matériel, des hôpitaux, des points de chaleur pendant l'hiver, ou sous des tentes comme ça, les gens pouvaient se regrouper. Et ça a été aussi prévu avec un soutien macro-financier qui a été surtout durabilisé, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les mois on va se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'Union européenne va donner au budget, c'est vraiment pérennisé. Et donc tous les mois, il y a 1,5 milliard qui va directement au budget ukrainien pour permettre cet approvisionnement finalement des finances publiques ukrainiennes. Un troisième volet qui mérite d'être souligné parce qu'il est totalement inégalé, c'est le fait que l'Union européenne ait décidé d'apporter un soutien militaire. Alors ça a commencé par des formations qui sont faites auprès des militaires ukrainiens par différents pays, dont la France. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la contre-offensive avançait ou justement avait des difficultés à avancer, le soutien direct en termes de munitions. Et l'Union européenne, pour la première fois, s'est engagée à acheter, d'abord à faire bénéficier de certains stocks que les pays membres avaient vers l'Ukraine, à acheter conjointement des munitions pour les envoyer en Ukraine. Et maintenant, vous voyez, on parle de chars, d'avions, etc. Donc cette montée en puissance aussi militaire qui est totalement nouvelle, avec pour utilisation budgétaire ce qu'on appelle la facilité pour la paix. Et c'est intéressant, j'insiste sur cet aspect, parce qu'effectivement, c'est dire que c'est la paix, ça se défend aussi. Donc c'était aussi cette idée d'avoir cette possibilité. Voilà, donc un soutien un peu qui a été tous azimuts, financier, humanitaire, militaire. Bien sûr que l'on voit aussi avec un couronnement, entre guillemets, un début de couronnement en tout cas politique, lorsque le statut de pays candidat a été accordé à l'Ukraine. Donc ça aussi quelque chose de très important. À la Moldavie aussi, je le signale. Et ça, c'est les réactions immédiates vis-à-vis de l'Ukraine. On a parlé d'énergie, donc je vais aussi évidemment parler d'énergie, et surtout parce qu'il y a eu cette utilisation par Vladimir Poutine de l'énergie comme une arme de guerre. Donc, vous entendiez les chiffres précédemment. Donc, on avait du charbon, notamment qui venait de Russie. Il n'y en a plus du tout qui vient au niveau de l'Union européenne. Il y a encore à peu près 6% de pétrole et on est à moins de 10% effectivement de gaz. Donc, dans un temps record, une diminution de la dépendance vis-à-vis de la Russie qui était très importante, qui a été finalement le fait de plusieurs actions. D'abord, l'économie d'énergie, comme disent beaucoup de politiques que vous entendez sûrement. Déjà, quand on n'utilise pas l'énergie, ça coûte beaucoup moins cher, c'est clair. Donc, la sobriété, ça a été un premier volet. La diversification, effectivement, des approvisionnements, comme vous l'entendiez précédemment. Et par ce type d'action, de pouvoir vraiment, avec aussi, effectivement, REPowerEU qui était mentionné, de pouvoir aujourd'hui avoir une image où il y a beaucoup moins de dépendance. Et je dirais que le point de l'énergie, bien sûr, il y a l'importance de l'énergie chez chacun dans sa maison, bien entendu, mais aussi ce moteur économique qui est important. Mais c'était aussi un moment pour mettre le doigt sur la question des dépendances de manière plus large. Et vous verrez à quel point, par la crise Covid, puis par cette invasion, la notion de voir quelles sont nos dépendances a vraiment infiltré la politique européenne de manière très profonde. Les médicaments, donc l'énergie, les microprocesseurs, les matériaux critiques, les terres rares, c'est quelque chose aussi qui a vraiment très rapidement bousculé l'agenda européen et qu'on pourrait en parler des heures, mais je suis sûre que vous ne seriez pas d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose aussi de fondamental parce que maintenant, dans l'agenda européen, c'est très très présent dans énormément de domaines et c'est très important.
Alors effectivement, on pourrait en parler des heures. Nous, on aimerait bien en parler des heures, et d'ailleurs, c'est notre travail. Je reviens sur le premier point de comment l'UE lutte contre la désinformation. Vous mentionnez le fait d'être au plus près des citoyens, d'avoir un échelon local, et en fait, on ne peut pas passer à côté du travail de nos collègues de tout le réseau Europe Direct, qui est un réseau européen qui permet aux citoyens, aux citoyennes d'avoir des points d'information locaux qui vous informent, dans lesquels vous pouvez participer, vous, peu importe votre âge, à une activité. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter, vous pouvez suivre le réseau social qui vous informe. Pour beaucoup, ces points d'information sont couplés avec généralement soit un point Eurodesk qui vous informe sur la mobilité européenne et internationale. Donc vraiment, si vous avez la moindre question de « je suis un jeune, je souhaite faire un stage à l'étranger, je suis un jeune, je souhaite juste m'informer sur ce qui se passe au niveau européen », vous avez absolument, il faut absolument passer la porte de l'Europe Direct le plus proche de chez vous. Donc nous sommes 3 en Normandie, enfin 4 si on compte le dédoublement du point Europe Direct Caen et Rouen. Donc normalement, vous pouvez trouver un point d'information près de chez vous. Il y a énormément de projets aussi qui sont mis en place, des projets où vous pouvez participer ponctuellement. Ça peut être comme aujourd'hui, voilà, nous rencontrer au Forum Normandie pour la paix. Je sais qu'il y a eu aussi les rencontres des jeunes Européens au Parlement européen. Si vraiment on s'intéresse aussi à la démocratie européenne, rien de mieux que de participer, voilà, à un voyage directement organisé par les Europe Direct, où nous avions eu des jeunes de 16 à 25 ans qui ont pu partir en délégation, visiter le Parlement européen à Strasbourg, rencontrer des eurodéputés et passer 2 jours qui sont aussi une rencontre de jeunes, donc assez festive, tournée vers vos questions, participer à des ateliers. Donc pour ça, vraiment ne pas hésiter à aller sur le portail du réseau du collectif, et pourquoi pas aller plus loin en passant la porte, en allant rencontrer l'Europe Direct proche de chez vous, parce que le travail de l'Union européenne, il se fait dans les institutions européennes, mais il se fait aussi à côté de chez vous. Et pour même ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, maintenant on a la chance d'avoir les outils des réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations pour nous suivre aussi. Et justement, Salomé, pour rebondir, c'est vrai que nous, les centres Europe Direct, on est vraiment sur le terrain. La Commission européenne nous a mis sur le terrain justement pour aller à votre rencontre. Et avec ma collègue Béa, tout dernièrement, on a fait un forum grand public. C'était un village développement durable. Donc en effet, on a souligné justement les efforts que l'Union européenne a fait justement pour éviter d'être dépendante justement et au niveau énergétique. Et Elena l'a rappelé justement, ce qui a permis à l'Union européenne dans l'indice Normandie de remonter aussi au niveau du classement pour la première fois. Mais aussi on a eu une question, alors j'aimerais bien vous la donner aussi. Vous avez parlé justement de tout ce que l'Union européenne faisait pour aider l'Ukraine, et on nous a dit oui, mais en fait l'Union européenne, elle dit qu'elle est en paix, mais en fait avec tout ce qu'elle procure, et notamment des armes à l'Ukraine, en fait c'est déguisé, elle est en guerre. C'est la réalité. Il y a une guerre sur le continent européen, donc je crois qu'il faut être clair. Comme je disais, c'était un pas inégalé de décider d'avoir un soutien militaire et un soutien de formation, mais je veux dire, il faut pas se leurrer dans des situations pareilles. Il n'y a pas d'ambiguïté. On reconstruit la paix ou pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a à la base une violation du droit international, tout simplement. Et ça, je crois que c'est important. On a parlé d'état de droit. Alors l'état de droit, c'est quelque chose de vraiment vital, qui est au cœur des fondamentaux de l'Union européenne, outre la paix. Et je crois que c'est important que ce soit au niveau du droit de l'Union européenne ou au niveau du droit international. Donc la réaction de l'Union européenne, c'est d'abord parce qu'il y a cette violation, qu'elle peut arriver à tout moment chez n'importe qui, et que l'Union aussi répond à un besoin. Et voilà pourquoi la décision a été prise de dire tant que les frontières ne sont pas rétablies comme elles étaient précédemment normalement, tant que les gens ne sont plus libres, sont tués et ce type de choses, l'Union européenne doit intervenir par tous les moyens qu'il faut. Mais c'est dans ce cadre du droit international, ce qui est la grosse différence effectivement avec Vladimir Poutine. Et donc il y a une fin qui est prévisible. Mais pour l'instant, effectivement, la paix c'est fragile, la paix ça se défend. Je crois que c'est quelque chose qu'on a vraiment réalisé, et que
que indirectement, tout ce qui peut vraiment miner cette paix, la désinformation, notamment le péril de la démocratie. On en parle un petit peu, je dirais pas légèrement, mais ce week-end, vous aurez des élections en Slovaquie. Il y a un très fort engagement russe de désinformation en Slovaquie, en Roumanie aussi, en Bulgarie, et vous comprenez géographiquement pourquoi. Donc, les élections de ce week-end, c'est un enjeu pour l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, beaucoup de choses qui interviennent à un certain moment, en fait, il y a un effet relais sur beaucoup, et c'est l'impact de cette guerre, d'où la réaction. Donc, on doit être vraiment très vigilant là-dessus, parce que, je dirais, ça continue. Et j'étais aussi assez frappée de voir une étude, je crois, de Open Society. Chez les jeunes entre 18 et 25 ans, pour seulement 57% d'entre eux, la démocratie est un bon régime, c'est le mieux. 57% chez des jeunes. Alors c'est une étude pas uniquement européenne, hein, mais je peux vous dire que quand on regarde les chiffres, notamment ils mettaient en exergue en Europe la France et dans le monde le Brésil, vous voyez un peu. Attention, donc voilà, ça paraît, on en parle comme ça, voilà, on va avoir, je dois évidemment vous en parler, le 9 juin 2024, les élections européennes. C'est un enjeu de démocratie parlementaire, au Parlement européen que je vais le rappeler, mais ça paraît acquis, naturel, normal. Quand je vois des études de ce type, je me dis qu'on a encore énormément de travail à faire là-dessus. C'est pas naturel peut-être pour tous, il faut rappeler pourquoi, il faut se dire qu'effectivement pouvoir voter, ça paraît pénible pour certains, mais enfin pour d'autres ils se battent, ils vont mourir pour ça. Faire qu'il y ait une presse indépendante, je parlais de relais démocratiques qui sont importants. En 2019, lorsque cette nouvelle commission a pris ses fonctions, donc la présidente, dans ses 6 priorités, elle a mis la démocratie et de donner un élan à la démocratie. C'est pas pour rien. Et donc le travail qui a été déroulé après, c'est d'assurer qu'il y a une presse libre, économiquement, mais aussi en termes d'ingérence politique, qu'il y ait une protection des journalistes, notamment contre des poursuites judiciaires abusives qui existent. Et vous savez qu'en Europe, en Slovaquie et à Malte, il y a quand même 2 journalistes tués parce qu'ils faisaient leur travail en Europe. Hein. Je ne parle pas de quelque part dans d'autres pays, on ne va pas citer dans le monde, mais donc il y a quand même une vraie problématique. Et je crois qu'il faut rappeler qu'évidemment l'Europe, pour moi c'est clé, et vous en êtes vraiment les témoins, doit être sur le terrain, doit montrer sa réalité et la réalité de son action. Les citoyens ont besoin de voir ça. Mais il faut aussi rappeler les principes, les enjeux, les valeurs fondamentales qui sont derrière. Et c'est pour ça que l'état de droit a aussi pris beaucoup d'importance. Il y a des rapports qui sont faits maintenant depuis plusieurs années pour tout l'ensemble des États membres pour savoir où ils en sont au niveau de l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias, ce type de choses. C'est quelque chose qui va être regardé de très près dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, y compris l'Ukraine, puisqu'on peut le dire très ouvertement, il y a beaucoup de questions sur les niveaux de corruption, et le gouvernement ukrainien travaille très activement là-dessus, parce qu'effectivement, si au-delà des actions et des réalisations, le terreau, nos fondements démocratiques ne sont pas renforcés, je dirais presque pour que ce soit une plante vivante, il faut arroser régulièrement et enlever certaines mauvaises herbes. Donc voilà, ça c'est un travail qui est extrêmement important et en tout cas, il faut rester vigilant, chacun d'entre vous. À nouveau, je reviens sur ces 45%, ça veut dire quand même qu'il y a effectivement cette sensibilité. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et j'espère qu'au niveau de l'éducation aux médias, de l'éducation effectivement, d'un œil critique sur l'histoire aussi, que dans votre cursus, vous avez des outils pour vous aider. Et sinon, en passant la porte d'un centre Europe Direct, vous aurez d'autres outils. Et en parlant d'outils aussi, pour montrer ce que l'Union européenne fait, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre travail sur l'indice Normandie, parce que si le document que vous avez entre les mains, c'est une fiche par pays. Et il y a la situation, l'analyse de la situation sur le pays. Et pour chaque pays, vous avez ce que fait l'Union européenne. C'est toujours actualisé. Donc c'est extrêmement simple à lire.
et pour avoir un aperçu vraiment de l'action de l'Union européenne chaque année pour améliorer justement la paix dans le monde aussi. Comme vous le dites, l'Ukraine est à nos frontières, mais l'Union européenne agit aussi sur les mêmes domaines dans d'autres pays, et c'est ce qui est montré à chaque fois dans l'indice de manière très simple, et même pour ceux qui n'ont pas beaucoup envie de lire, c'est vraiment très court et ça vous permet d'avoir une vision de ce qui se passe dans le monde et de ce que fait l'Union européenne. Mais comme vous l'avez rappelé aussi, l'Union européenne, donc c'est 27 États, et on voit bien que dans la famille de l'Union européenne, tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs, les partagent pas de la même manière, en tout cas ont leurs propres approches de ce que l'Union européenne doit faire, réagissent d'une manière différente dans leur pays. Alors, question à la fois du côté des représentants du Parlement européen et de la Commission européenne. Qu'est-ce que peut faire le Parlement européen? Qu'est-ce que peut faire la Commission européenne pour justement encourager les États membres à vraiment s'unir réellement et aller dans le même sens pour avoir plus d'impact? Parce que lorsque nous on rencontre les citoyens, aussi ce qui revient souvent, c'est on donne des exemples. D'ailleurs, monsieur, quand vous êtes intervenu au début de l'atelier, vous avez donné des exemples de pays où justement il y avait des distorsions par rapport aux grandes valeurs de l'Union européenne, et on voit bien que dans la famille Europe, ça doit pas être vraiment simple justement de s'accorder, et en une période aussi fragile, qui fragilise autant la paix, ça doit être encore plus difficile. Alors on va peut-être demander justement à Elena et Branislav ce que le Parlement européen peut faire, et ensuite à Valérie aussi ce qu'elle en pense aussi par rapport à l'action de la Commission européenne pour faire en sorte que la famille Europe agisse ensemble. Donc, il est important de détruire les mythes qui sont assez populaires et nombreux sur Bruxelles. Le bureaucrate bruxellois qui décide tout, sur toutes les pires choses, qui menace. Et puis aussi, il faut que l'Europe a des visages réels. Donc, on voit qu'il y a mon député européen qui vient parfois dans les réunions de ma région. Et l'autre chose, c'est de travailler aussi avec des médias. Et pas seulement les médias, la presse traditionnelle, Le Monde, l'Humanité, mais aussi il y a ce qu'on appelle les influencers. Et puis, comme en France, je crois il y a un YouTuber Squeezie qui a 18 millions de followers sur YouTube. Donc, je crois que le Parlement européen a déjà travaillé avec ce qu'on appelle les nouveaux médias, les influenceurs. Et puis, peut-être même la Commission ici en France va dans ce sens, parce qu'on voit qu'il y a des demandes, des informations. Mais, et là je vais finir, c'est que pour moi le plus important c'est ce visage humain. Et comme je viens de la Slovaquie, je connais un peu la situation là-bas. C'est vrai, on avait eu malheureusement 2 journalistes qui étaient assassinés à cause de leur travail d'investigation. Mais de côté positif, nous avons actuellement, tout prochainement, ce samedi, des élections. Et le président d'un parti politique progressiste qui pourrait éventuellement devenir Premier ministre, il est actuellement membre du Parlement européen. Donc, je crois qu'il pourrait faire la transition entre la politique européenne et Bruxelles et la politique slovaque interne et Bratislava. Pour ajouter peut-être deux choses, parce que oui, je crois que c'est vrai qu'il y a quelques mythes qu'on doit vraiment dissolver. C'est ça, dissolver. Et un de ces mythes est que
que le Parlement ou la Commission vont convaincre les États membres à faire quelque chose. Parce que c'est très important de penser du Conseil dans cet instant. Et pour le dire plus simplement, oui, il y a des différences entre les États. Et même dans le même État, on peut avoir deux gouvernements qui se succèdent, qui ont des différentes approches. Mais le travail qui s'est implémenté, qui se fait de la part de l'Union européenne, est un travail qui vient dans le plus haut niveau des pensées stratégiques et décisions stratégiques du Conseil européen et qui doit avoir le OK du Conseil. Et ça dit que ce sont les gouvernements et les chefs d'État de 27 qui décident l'approche stratégique de l'Union européenne. Et quand la Commission propose quelque chose, quand c'est législation, que ce soit une stratégie de service d'action externe, par exemple pour la politique externe, le Conseil est législateur de cela. Et le Conseil donne l'approbation à la stratégie. Alors les États, même s'ils ont des différences, finalement, et ça c'est important de savoir, dans le sein de l'Union européenne, dans le processus, dans le cadre de traités, ils sont on board avec tout ça qui se passe. Alors, convaincre les États membres, je ne sais pas si c'est le bon mot d'utiliser, parce qu'ils sont vraiment une grande, peut-être une très importante partie dans mon domaine qui est politique extérieure de ce que se fait. Et c'est important de tenir ça en main. Qu'est-ce qu'on peut faire de la côté Parlement européen? Bien sûr, il y a le rôle du Parlement. Un de ce rôle est d'être vigilant pour que les traités soient suivis. C'est de vraiment questionner les propositions de politique et de législation qui viennent de la Commission, en fait, sur si elles sont si elles vont dans la direction des traités, c'est d'être sûr que le budget soit utilisé d'une manière constructive et effective. Mais vraiment, je crois que nous avons beaucoup dans ce traité, nous avons beaucoup au niveau des chefs d'État qui est là. Et peut-être pour finir ici, oui, il y a beaucoup de différences, on a de grands problèmes, mais comme l'indice aussi montre, et comme on sait, on est par rapport à autres démocraties dans le monde, il est important de dire que le processus démocratique est très fort, ce qui permet que de forces qui peut-être ne sont pas tant démocratiques ont aussi le même droit avec les autres forces d'être dans cette compétition électorale, mais ça ne fait pas de la démocratie. Et en même temps, combattre la désinformation fait partie aussi d'être vigilante par rapport au degré que cette force antidémocratique peut avoir de la force. Et on continue avec ce travail. Très optimiste, dernièrement, dans le domaine de politique externe, parce que ça, c'est un travail de politique externe. On a, pour la première fois, on a eu l'année passée une discussion et un accord entre les États membres de ce qui constitue menace à la sécurité et à la paix pour l'Union européenne. C'était la première fois que tous les services d'intelligence de 27 membres ont partagé ces informations et on a maintenant un document qui s'appelle la boussole stratégique et dans ce document on a pour la première fois une analyse au niveau Union européenne, 27 États membres de ce qu'on considère menace à la paix, sécurité et démocratie, parce que comme on a dit, paix c'est aussi démocratie et sécurité. Et pour moi, à la réponse de votre question, ça fait preuve. La politique de défense a commencé en 1999, alors il y a presque 20 ans. Après 20 ans, on est ici aujourd'hui qu'on a un accord sur cela avec tous les chefs des États membres. Alors oui, il y a des différences, mais c'est important aussi de combattre le mythe de désinformation, que les différences sont plus que le point d'accord, parce qu'il y a une évolution au niveau de coïncidence de views, d'approche. On va avoir du coup 5 minutes pour avoir votre réponse et ensuite poser une dernière question à vous les lycéens. Votre expression, vous avez parlé de famille. Je ne sais pas si c'est simple dans votre famille, hein, mais ce n'est pas toujours simple. Mais il y a des fondamentaux sur lesquels vous allez revenir à un moment. Donc, je crois que c'est utile aussi de rappeler dans le contexte de
de l'invasion de l'Ukraine, qu'il y a eu 11 trains de sanctions qui ont été votés par 27 des États membres. Même ceux qui ont des vues différentes, qui s'expriment un peu de ça. 11 fois, ils ont voté. Je crois que ça, il faut le rappeler quand même. Hein. Je crois que certains n'auraient pas parié là-dessus, hein, soyons clairs. Donc, la différence, c'est qu'effectivement, on est dans un ensemble, on a un socle vraiment important. Je parlais de valeurs, notamment de l'article 2, toutes ces valeurs et la démocratie. Et ça, quand certains dérogent, il y a des mécanismes. La différence, c'est qu'on a précisément ces mécanismes, souvent on parle de lourdeur, mais c'est des mécanismes qui nous permettent de discuter à 27 au lieu de se faire la guerre. Puisqu'on est dans ce domaine, je crois qu'il faut le rappeler. En termes de violation de valeurs, la Commission, par exemple, prend des mesures d'infraction. Vis-à-vis, très clairement, c'est connu, la Pologne, la Hongrie, il y a beaucoup d'infractions qui sont en cours. Je parlais du rapport sur l'état de droit avec des recommandations et des suivis pour les États membres quand il y a des problématiques. Et ça va sur l'ensemble des 27. Le Parlement européen prend des résolutions aussi dans le cadre de l'article 7. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes aussi pour dire dans la famille, on ne touche pas au socle. Quand on touche au socle, il y a des moyens pour activer et réagir. Et on en parle beaucoup dans le cadre de l'élargissement, puisqu'on rappelle l'importance que chacun, en arrivant, signe en bas de ce socle. Et ça, c'est très important. Un dernier point peut-être sur comment je dirais, tuer dans l'œuf tout ce qui mine la démocratie et peut-être la compréhension mutuelle des 27, parce que c'est ça qui est important. En termes de désinformation, donc on a parlé au niveau EU versus Disinfo qui existe. Au niveau de la représentation, vous pouvez trouver sur les réseaux et sur le site les décodeurs de l'info. On a trouvé que la production de mythes européens est sans borne, très honnêtement. Donc on est à plus d'une centaine de fiches qui ont été produites, 2-3 pages, très simples. Parler de temps de lecture, ça sera très simple, très rapide pour vous, mais ça vous donne ça casse un certain nombre de mythes. On remonte aux plus vieux mythes, la baguette augmentée, c'est la faute à l'euro, à des mythes beaucoup plus récents sur effectivement les sanctions, la fonctionnalité des sanctions, que l'augmentation des prix de l'énergie, ça serait la faute de l'Europe. Voilà, tout ce type de choses, vous allez les retrouver. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord par la question de personnification, d'identification et de proximité. C'est la philosophie d'avoir des, entre guillemets, ambassades de la Commission européenne dans chacun des pays membres, eux-mêmes relayés par un maillage territorial, puisqu'on a 50 centres Europe Direct sur l'ensemble du territoire français. Et ça veut dire qu'effectivement, plus on limite le fossé, plus on voit que c'est des vrais gens qui comprennent les problèmes, qui sont là pour vous. Je crois que ça aide beaucoup à tuer les mythes. Mais en tout cas, quand vous voyez quelque chose qui a l'air qui a l'air très bizarre, allez sur nos réseaux, contactez la représentation, outre les centres Europe Direct. Et ensemble, on est là pour vous aider à vous donner des pistes pour retrouver en tout cas le chemin de la bonne information, pour vous faire votre propre idée en tant que citoyen européen, parce que lorsque le 9 juin 2024, vous devrez voter, il faut que vous ayez les clés en main. Après, vous votez comme vous voulez, mais dans une démocratie, c'est important d'avoir les faits. Et de challenger, en bon français ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui vont faire campagne pour exactement savoir ce qu'ils proposent, ce que ça veut dire concrètement derrière les mots, parce que c'est vous aussi qui faites vivre cette démocratie et qui empêche qu'elle soit mise dans un coin, dans les mains d'un petit nombre qui va après manipuler les opinions. Donc vous êtes les premiers acteurs de ça et c'est très important et on est là pour vous aider. Merci. Des applaudissements. Ouais. Alors, c'est vrai que nous, les centres Europe Direct, vous avez vu, vous pouvez nous retrouver Vire, Évreux, Caen, Rouen, et on se déplace un peu partout dans la Normandie. Vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux, sur le site internet. Avant que vous partiez, ce n'est pas fini, même s'il y a les applaudissements. Vous avez aussi de la documentation, plus de l'indice dans la librairie du Parlement européen et du service de recherche qui vous a laissé aussi de la documentation. Peut-être que Eleni et Branislav, vous pourrez les recroiser aussi, vous pouvez discuter aussi à l'issue de l'atelier.
Mais comme Valérie le rappelait, élections européennes le 9 juin 2024, et c'est nous qui devons challenger, nous citoyens, les candidats aux élections, et à poser des questions, à les interpeller, à les mettre aussi en défaut. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait le débat. Et on aurait aimé savoir, dernière question, Slido, quels sont justement les enjeux qui vous préoccupent le plus pour l'avenir de l'Europe? Et nous, Europe Direct, on va aller, ce que vous allez dire là, on va le retenir, et on vous prévoit aussi d'autres actions en Normandie pour les jeunes autour des élections européennes et notamment des rencontres avec les candidats, donc ça va nous servir. Donc on vous invite à voter et on va faire le point ensuite et on clôturera l'atelier comme il se doit. Puisque la cloche a sonné presque. C'est joli. Inflation, the rise of prices. Vous avez la possibilité de cliquer sur plusieurs enjeux. Crime, fight against terrorism, fight against precarity. Ah, je ne sais pas. Ah ouais, choisissez bien. Lisez bien. Camille, est-ce qu'il y a plusieurs enjeux ou un seul? Un seul. C'est un enjeu. Donc parmi la santé, l'éducation, la hausse des prix, l'inflation, la lutte contre la délinquance, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la précarité, les retraites, la protection de l'environnement, la lutte contre l'immigration et les institutions européennes plus démocratiques, quel est l'enjeu qui vous préoccupe le plus pour l'avenir de l'Europe? C'est dur de faire un choix, on le sait, parce qu'il y a des choses qui sont liées, qui sont voilà, très intrinsèques finalement à un grand sujet. Mais vous pouvez voter. Si jamais ce petit point ne vous suffit pas de noter quel est un seul enjeu, vous pouvez toujours contacter le collectif normand européen à plusieurs. Et voilà, posez vos questions aussi, on sera ravis d'y répondre. Et on espère que vous avez retenu des choses de cet atelier, le triangle des institutions, l'outil de l'indice Normandie et nos contacts aussi. Voilà. Donc voilà, réfléchissez bien. Un seul choix, au moins, c'est pas un sondage scientifique, mais au moins ça nous donnera la température aussi des 140 lycéens qui sont ici. Et nous aussi pour continuer notre action avec vous. Encore quelques votes? On attend pour atteindre les 100 lycéens? Et les professeurs peuvent voter aussi, bien sûr. Allez, 88, c'est bon. Encore une petite dizaine. Qui n'a pas voté? Levez pas la main. Choisissez sur votre portable. Ah oui, on va voir le résultat. Oui, bien sûr. On attend Camille Caltier, qu'on n'a pas présenté non plus, qui gère tout le Slido. La lutte contre l'immigration. So fight against immigration, inflation, environment, education. Donc on a notre feuille de route aussi pour travailler dessus. Encore quelques votes. On n'a pas atteint les 100. Lutte contre la délinquance, non. Encore 2-3 votes pour qu'on ait alimente notre feuille de route jusqu'au 9 juin 2024 et pour que les candidats aussi apportent des réponses aux élections européennes. Tout le monde a voté? On va clore là puisque on a pratiquement tous les ça bouge un petit peu, tous les participants. Donc voilà certains de nos thèmes d'action pour la fin de l'année et tout ce premier semestre 2024. Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons remercier aussi les intervenants donc, du service de recherche du Parlement européen que vous pouvez retrouver donc, à la librairie. Merci à vous. Donc, merci à Branislav. Merci à Elena d'être toujours à nos côtés. Et aussi, merci à Valérie Drozé-Humez qui nous a rejoints, qui est donc la chef de la représentation de la Commission en France et qui, voilà, est notre chef aussi à nous des Centres Europe Direct.
Donc un grand merci à vous et à très très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée, au revoir. Have a great day.